Bonjour à tous. Le thème qui nous réunit aujourd'hui porte sur les caractères du droit administratif. Alors ça va être une séance relativement courte. Le but va être de rappeler quelles sont les grandes caractéristiques du droit administratif, mais le but va être surtout de souligner à quel point cette matière a évolué, qu'elle est sujette donc à des mutations profondes, et c'est ce que l'on va s'attacher évidemment à démontrer dans cette vidéo. Alors, les caractères du droit administratif sont les suivants, me semble-t-il. D'abord, évidemment, le droit administratif est un droit prétorien. Voilà, on sait que le droit administratif est très largement jurisprudentiel, hein. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir largement, et certains des principes majeurs du droit administratif ont été construits par le juge administratif. Bon. Maintenant, nous aurons l'occasion de voir que pour certains, il y a aujourd'hui une remise en cause de ce caractère jurisprudentiel parce que il y a un travail de codification qui se fait, parce que aujourd'hui les sources écrites sont extrêmement présentes, parce que aussi ce qui révèle ou ce qui est peut-être, sur la formule du professeur Chaput, le fleuron de l'œuvre jurisprudentielle, à savoir les principes généraux du droit, eh bien ces principes généraux du droit sont clairement en voie de reflux. Il y a clairement un affaiblissement de ces principes. Bon, il n'en reste pas moins, et nous aurons l'occasion, je le répète, de développer cet aspect, il n'en reste pas moins que la jurisprudence reste omniprésente. Le juge administratif, effectivement, continue à jouer un rôle absolument majeur, et puis surtout, il y a de nouvelles sources jurisprudentielles, que l'on songe évidemment au Conseil constitutionnel, dont la jurisprudence a eu une influence majeure sur le droit administratif, que l'on songe également, par exemple, à la Cour européenne des droits de l'homme, ou que l'on songe également au juge judiciaire. Donc, le droit administratif, me semble-t-il, reste un droit prétorien. Les choses ont évolué, mais il y a toujours cette influence constante de la jurisprudence. Deuxième caractéristique majeure du droit administratif, c'est qu'il s'agit d'un droit autonome. Alors, on parle souvent de l'autonomie du droit administratif parce que l'on veut distinguer clairement le droit administratif du droit civil. Et c'est d'ailleurs la logique de l'arrêt Blanco, hein, de 1873, de vouloir distinguer clairement le droit administratif des règles contenues dans le Code civil. Alors cette autonomie est-elle toujours évidente, est-elle toujours réalisée? On peut en discuter. On peut en discuter puisque d'abord, et nous aurons l'occasion là encore de le constater, d'abord, on verra que le droit administratif s'est largement, dans certains domaines en tous les cas, inspiré de mécanismes émanant du droit privé. On verra par exemple en matière de responsabilité, entre la responsabilité administrative et la responsabilité civile, il y a à l'évidence des éléments de convergence. Par ailleurs, nous aurons l'occasion de voir que le juge judiciaire est omniprésent à l'égard de l'administration. Donc le juge administratif n'a plus le monopole du contrôle de l'administration, le juge judiciaire peut également intervenir. Enfin, on parle d'autonomie, mais cette autonomie est-elle réellement possible? Il me semble que, notamment sous l'influence du droit de l'Union européenne, on assiste aujourd'hui à une harmonisation des sources du droit entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives. Il y a cette harmonisation des sources qui conduit à l'évidence à une harmonisation des règles applicables. Et donc, effectivement, on assiste de plus en plus à une coïncidence des mécanismes appliqués par le juge administratif et par le juge judiciaire. Troisième caractéristique du droit administratif, il s'agit évidemment d'un droit exorbitant. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement que l'administration, parce qu'elle agit à des fins d'intérêt général, dispose de pouvoirs considérables, c'est-à-dire de pouvoirs qui sont inusuels, voire qui seraient illicites dans des relations de droit privé. On le constate évidemment dans le domaine du contrat administratif. On verra que l'administration a des pouvoirs considérables. Mais on constatera aussi que l'administration a des pouvoirs considérables puisque ces actes unilatéraux s'appliquent, s'imposent aux administrés sans qu'il soit besoin de recourir à l'intervention du juge. C'est évidemment ce qu'on appelle le privilège du préalable. Donc les actes de l'administration s'imposent. Donc nous constaterons à quel point l'administration, par ses actes, mais également par ses actions, dans le cadre du service public ou
évidemment, en matière de police administrative, l'administration dispose de pouvoirs exorbitants. On constatera tout de même que cette exorbitance n'est plus unilatérale et que si l'administration a des pouvoirs exorbitants, elle est aussi soumise, et j'ai envie de dire de plus en plus, à des sujétions, à des obligations exorbitantes. Elle a des pouvoirs extrêmement forts, mais elle a des obligations qui ne le sont pas moins. Par exemple, dans le cadre du service public, on sait que l'administration est tenue de respecter, de faire droit au principe d'égalité. Par exemple, le Conseil d'État en 1951, dans son arrêt Société des concerts du conservatoire, a consacré, sous forme de PGD, de principe général du droit, le principe d'égalité entre les usagers du service public. Mais de même, ces obligations qui s'imposent à l'administration peuvent concerner, par exemple, le respect du principe de continuité. Là aussi, l'administration est tenue de fonctionner de façon constante. Il faut éviter ce qu'un auteur appelait un état à éclipse. Voilà. Et donc, on verra que de multiples domaines du droit administratif sont traversés par ces obligations de plus en plus fortes qui pèsent sur l'administration. Le domaine du contrat administratif sera à cet égard un très très bon exemple. Bien entendu, l'administration a des pouvoirs extrêmement puissants, extrêmement forts, pouvoir de modifier unilatéralement le contrat, pouvoir de résilier le contrat dans l'intérêt général, pouvoir de sanctionner le co-contractant, mais l'administration a des obligations qui sont de plus en plus fortes, on aura l'occasion de le constater. Quatrième caractère, qui est un peu le pendant de ce que l'on vient de dire, c'est que le droit administratif est un droit inégalitaire. Ça renvoie à ce qu'on évoquait, c'est-à-dire à cette notion d'exorbitance, évidemment, inégalitaire parce que l'administration est supposée agir à des fins d'intérêt général, donc il est logique qu'elle soit dans une position en quelque sorte préférentielle par rapport évidemment aux administrés. Maintenant, ce caractère inégalitaire me semble devoir être, comment dire, relativisé. Et là où le droit administratif a été pendant très très longtemps le droit de et pour l'administration, il me semble que le droit administratif est devenu, c'est une évolution qui est absolument fondamentale, ce droit administratif est devenu aussi un droit pour les administrés, c'est-à-dire que le droit administratif permet une protection renforcée des administrés. Voilà. Alors cette protection des administrés, on aura l'occasion de la développer très très largement, mais elle se traduit par exemple par une protection renforcée du principe de l'égalité. D'abord, on constatera que l'administration, lorsqu'elle prend des actes ou lorsqu'elle agit, cette administration est soumise au respect de règles de plus en plus nombreuses. Alors, il y a évidemment la loi, mais on montrera à quel point la Constitution est devenue extrêmement importante. On montrera à quel point les normes externes sont devenues absolument fondamentales. Donc, les actes de l'administration sont contrôlés de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de normes au regard desquelles ces actes peuvent être contrôlés. Et puis, on verra également qu'il y a une intensification du contrôle de l'égalité, c'est-à-dire du contrôle opéré sur l'administration. Voilà. Alors là, les exemples seront multiples, mais on verra par exemple l'affermissement, même si tout le monde n'est pas d'accord, l'affermissement du recours pour excès de pouvoir. Mais l'on verra également que dans le cadre des contrôles des actes de l'administration, eh bien, il y a aujourd'hui incontestablement un affaiblissement des actes qui bénéficient d'une immunité juridictionnelle. Voilà, hein, on sait qu'il y a des actes de l'administration qui traditionnellement sont intouchables. Il y a des actes qui sont injusticiables. Injusticiables, je pense d'une part aux actes de gouvernement, je pense d'autre part aux mesures d'ordre intérieur. Eh bien, l'on constatera que ces actes pour lesquels l'administration pouvait bénéficier d'une immunité juridictionnelle, ces actes sont de plus en plus limités, et donc il y a vraiment cette accentuation du contrôle opéré par le juge administratif. Voilà. Encore une fois, il me semble que le contrôle sur l'administration devient vraiment le principe, l'immunité pour l'administration devient véritablement une exception. Voilà. Et je pense qu'à cet égard, l'arrêt Blanco a été vraiment un point de départ absolument essentiel, hein, puisque en consacrant la responsabilité de l'État en dehors des seuls cas prévus par la loi,
effectivement, le tribunal des conflits, dans cet arrêt, a évidemment favorisé l'accentuation du contrôle sur l'action administrative. Tout cela nous amènera à constater qu'en réalité, le droit administratif a sans doute, pour partie, perdu son caractère unilatéral. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le droit administratif a véritablement été le droit de et pour l'administration, et celle-ci a eu des pouvoirs absolument considérables. Ça renvoie à la notion d'exorbitance, ça renvoie au caractère inégalitaire. Il me semble que le droit administratif ne se limite plus à ce seul aspect. Bien entendu, l'administration conserve des pouvoirs considérables. Bien entendu, l'administration a des pouvoirs qui sont toujours exorbitants. On aura l'occasion de le constater. Mais il me semble que le droit administratif est aujourd'hui, et c'est une des logiques majeures du droit administratif et de son évolution, le droit administratif est devenu, me semble-t-il, un droit de conciliation. Conciliation entre, d'une part, la volonté de protéger les administrés. Et on verra à quel point les droits des administrés n'ont cessé de se renforcer, à quel point la jurisprudence, à quel point le législateur ont permis effectivement ce renforcement des droits des administrés. C'est une évidence. Voilà. Donc ça veut dire que l'administré n'est plus à l'égard de l'administration un simple usager. Hein. On va, sur une formule un peu, comment dire, classique, on va de plus en plus vers un administré citoyen. Bon, avec des limites, mais en tous les cas, les droits des administrés ont été considérablement renforcés. Donc la première logique, c'est évidemment cette volonté de protéger les administrés. Maintenant, la seconde logique, c'est évidemment contrôler de plus en plus l'administration, mais à côté de cela, ne pas la paralyser. Donc, toute la difficulté pour le juge administratif va être là. Comment contrôler l'administration sans pour autant bloquer l'administration? Il ne faut pas la paralyser, elle agit dans un but d'intérêt général. Et donc, il y a toujours ce juste milieu à trouver pour le juge administratif, et on verra que parfois, ce juste milieu est particulièrement difficile à définir. Bon, c'est ce que nous aurons l'occasion de voir dans plusieurs vidéos dédiées à ce sujet. Je vous remercie.